L'année était 1943. Les ruines de Stalingrad fumaient encore, remplies de cadavres gelés, d'épaves de chars tordus et de fantômes qui semblaient murmurer parmi les décombres. Le monde entier avait assisté à l'impossible. La puissante machine de guerre allemande, qui pendant des années avait tout écrasé sous ses chenilles, avait été vaincue, et pas n'importe où, mais au cœur de l'Union soviétique, dans la ville qui portait le nom même de Staline. Lorsque la 6e armée allemande, sous le commandement du général Paulus, fut encerclée et anéantie, c'est comme si le sol avait tremblé à Berlin. Pour la première fois, le mythe de l'invincibilité nazie avait été brisé. Des centaines de milliers de soldats allemands gisaient morts ou capturés, et la propagande soviétique résonnait désormais sur tout le front. Stalingrad était le tombeau des fascistes. L'armée rouge, désormais galvanisée par cette victoire colossale, avançait avec une fureur renouvelée. Le moral des soldats soviétiques était au plus haut. Chaque pas vers l'ouest était comme un pas de vengeance pour leurs frères morts, pour leurs villages brûlés, pour leurs mères violées, pour leurs fils pendus. Pour eux, la guerre n'était plus seulement politique, elle était personnelle, animale, sanguinaire. Face à cela, les Allemands chancelaient comme un boxeur blessé. Ils étaient repoussés dans une longue ligne de retraite, à peine capables de se regrouper. Sur la carte, la Wehrmacht semblait s'effondrer. Des troupes épuisées, sans ravitaillement, gelées jusqu'aux os. Des divisions entières décimées. Un sentiment de défaite imprégnait les visages des soldats qui, des mois auparavant, avaient marché avec arrogance à travers les steppes. Mais l'hiver soviétique était traître, et le haut commandement allemand, même blessé, respirait encore. Il y avait encore des généraux aux yeux de loup, des stratèges froids et méthodiques, et des soldats endurcis par des années de sang et de boue. Au milieu du chaos, un nom commença à planer comme une ombre, Manstein. Et tandis que les Soviétiques avançaient avec confiance en Ukraine, prenant ville après ville, ils ne savaient pas qu'ils marchaient droit dans un piège. La neige recouvrait les champs comme une couverture blanche. Mais sous ce silence glacial, la mort préparait son retour. L'offensive soviétique avance comme une avalanche. Le vent coupait comme des lames. Le ciel était d'un gris terne, lourd, sans couleur, comme si même le soleil était épuisé par cette guerre. Et sous cette obscurité glaciale, les forces soviétiques arrivaient en masse, comme une avalanche que rien ne pouvait arrêter. C'était en février 1943. Après le fracas de la victoire à Stalingrad, les généraux soviétiques savaient que c'était le moment d'écraser les Allemands. L'armée rouge n'était pas seulement en marche, elle était enragée. Ils savaient que chaque kilomètre récupéré était une nouvelle blessure à l'orgueil d'Hitler. Les chars T-34 déchirèrent la neige avec férocité. Des milliers de fantassins marchaient en colonnes compactes, tandis que l'artillerie mobile avançait à travers les cratères gelés du sol. C'était un mur humain de soldats déterminés à chasser les nazis de leur terre. Une avancée brutale et rapide, mue par la haine accumulée et un espoir renaissant. Le front de Voronej et le front du sud-ouest, commandés par Vatoutine et Golikov, poussaient les Allemands avec une force presque aveugle, dans une offensive qui semblait sans fin. Les troupes d'Hitler ne se retiraient pas par stratégie mais pour survivre. Des divisions allemandes entières étaient en train d'être démembrées. Les combats faisaient rage jour et nuit, sans répit. C'était comme si le sol avait faim de sang et que l'hiver servait de scène cruelle où la mort dansait sans relâche. Village après village était repris. Dans chacun d'eux, des civils affamés sortaient des décombres pour voir, pour la première fois depuis des années, les soldats à l'étoile rouge apporter quelque chose qui ressemblait à la liberté. Mais la liberté venait avec le feu. Les combats sur les chemins de traverse, dans les forêts gelées et dans les champs ouverts, étaient un festival de destruction. Des grenades explosant à l'intérieur des tranchées, des lance-flammes dévorant les positions ennemies, des hommes hurlant en russe, en allemand, en ukrainien, et mourant dans différentes langues sous la même glace. La ville de Koursk tomba. Belgorod fut abandonnée par les Allemands. Et le prochain joyau sur la carte était Kharkov, la deuxième plus grande ville d'Ukraine. Un point stratégique vital pour le contrôle de la région. Hitler était furieux, mais le chaos sur sa ligne de front était indéniable. Les Soviétiques avaient avancé de centaines de kilomètres en quelques semaines. Il semblait que le Reich s'effritait. Mais au milieu de cette retraite désespérée, quelque chose d'étrange commença à se produire. Les Allemands quittèrent les villes, oui, mais en silence. Ils ne se battaient pas jusqu'au bout. Ils ne mouraient pas comme des chiens acculés. Ils se retirèrent de manière ordonnée, méthodique, comme s'ils attendaient quelque chose.
Et tandis que les Soviétiques célébraient chaque victoire, ils ne se rendaient pas compte qu'ils s'étiraient trop. Les lignes de ravitaillement s'allongeaient, les troupes étaient fatiguées, les véhicules blindés fonctionnaient à leur limite. L'avalanche soviétique avait été puissante, oui, mais maintenant elle commençait à se disperser, à perdre de sa force. Et au fond, très au fond, une contre-attaque mortelle commençait à prendre forme. Kharkov est libérée, ou prise. 16 février 1943. Le ciel était encore lourd, gris comme du plomb. Les rues de Kharkov tremblaient sous le grondement des chars T-34, tandis que l'infanterie soviétique, jusqu'aux genoux dans la glace et la boue, avançait à travers les décombres de la ville. Kharkov était tombée, ou plutôt avait été reprise par les Soviétiques. Les troupes rouges hissaient des drapeaux sur les places, plantaient des baïonnettes dans le sol et criaient victoire au milieu des ruines fumantes. Une autre ville libérée du joug nazi, une autre blessure ouverte sur le front de l'Est qui se refermait avec du sang. Mais il y avait quelque chose d'étrange dans cette victoire. Il n'y avait pas eu de résistance acharnée. Les Allemands s'étaient simplement retirés. Ils avaient quitté la ville sans le même désespoir que lors d'autres retraites. Pas de siège, pas de combat maison par maison, pas de résistance jusqu'au dernier homme. Juste un abandon. Kharkov était donc libéré, mais de force. Les Soviétiques la trouvèrent dévastée, détruite et trop vide. Cela ressemblait à un cadeau laissé derrière, un cadeau dangereux, un cadeau empoisonné. Dans les souterrains de la ville, le silence était absolu. Pas d'Allemands, pas de mines, pas de tirs surprise. Les soldats russes se regardaient. Certains riaient, d'autres tremblaient, et les plus expérimentés se méfiaient. Après tout, depuis quand les nazis abandonnaient-ils une position sans emporter l'âme de l'ennemi avec eux? Malgré tout, le haut commandement soviétique décida de consolider la victoire. Des renforts furent déployés, des chars organisés et des postes de commandement établis. Le drapeau avec la faucille et le marteau flottait fièrement sur le bâtiment du comité central. La ville était de nouveau rouge, mais derrière la ligne de front, les généraux soviétiques commencèrent à se disputer. Beaucoup disaient que l'avancée avait été trop rapide, que les lignes étaient étirées, que l'artillerie était à la traîne, que les troupes étaient épuisées. Mais les ordres de Moscou étaient clairs, continuer d'avancer, écraser les Allemands. Pendant ce temps, au quartier général du groupe d'armées sud, le feldmaréchal Erich von Manstein observait la carte avec des yeux froids et calculateurs. Le silence de Kharkov faisait partie de son plan. Il était sur le point de transformer cette victoire soviétique en un piège aux proportions monstrueuses. Kharkov n'avait pas été prise, elle avait été cédée. Et sur les flancs de la ville, là où les Soviétiques avaient à peine eu le temps de creuser des tranchées, la tempête commençait à se former. Car tandis que les soldats célébraient dans les rues détruites, les panzers allemands étaient déjà en mouvement. Manstein tend le piège. Pendant que les Soviétiques célébraient à Kharkov, ignorant qu'ils avaient trop étiré leurs lignes et leurs chances, Erich von Manstein observait tout depuis le quartier général allemand, tel un joueur d'échecs face à un adversaire euphorique. Pour de nombreux généraux allemands, la guerre semblait perdue. Les défaites de Stalingrad et du Caucase avaient anéanti le moral de la Wehrmacht. Mais Manstein n'était pas n'importe quel général. C'était un stratège rare, froid, calculateur et impitoyable. Un homme qui voyait le champ de bataille comme un échiquier brutal. Contrairement à Hitler, qui agissait par impulsion et orgueil, Manstein pensait en termes d'avantages, de temps et de l'heure. Et Kharkov était exactement cela. Un appât parfait. Il savait que les Soviétiques étaient enivrés par la victoire. Ils avaient avancé trop loin, ouvrant des flancs vulnérables et créant des brèches entre leurs unités. Ils étaient inconfiants, peut-être trop confiants, et l'excès de confiance sur le front de l'Est était une invitation au massacre. Avec une précision chirurgicale, Manstein commença à tendre son piège. Il rassembla ce qui restait des forces mobiles allemandes dans la région. Les divisions de panzer survivantes, des unités SS endurcies par le froid et tous les chars qui pouvaient encore rouler, tirer ou simplement inspirer la peur. Parmi elles se distinguaient les divisions d'élite Panzer de la Waffen-SS, Totenkopf, Das Reich et Leibstandart, Adolf Hitler. Ce n'étaient pas des divisions ordinaires, c'étaient des troupes fanatiques, brutales, d'élite, connues autant pour leur efficacité sur le terrain que pour leur sauvagerie. Elles avaient perdu des camarades à Stalingrad et voulaient se venger. Manstein élabora un plan simple mais audacieux. Il simulerait une faiblesse totale au centre,
tout en concentrant sa force sur les flancs. Il laisserait les Soviétiques croire que la Wehrmacht était en retraite désorganisée, cédant du terrain, mais au bon moment, il contre-attaquerait avec une force maximale dans un mouvement de pince écrasant. C'était le classique coup de faucille, maintenant entre les mains de ceux qui l'avaient subi auparavant. Le maréchal savait qu'il avait une opportunité unique. Les températures étaient inférieures à 20 degrés C. Les routes étaient glacées mais praticables, et les chars allemands, bien qu'en infériorité numérique, étaient toujours technologiquement supérieurs, en particulier les redoutables Tigres et les polyvalents Panzer IV. Les troupes commencèrent à se déplacer silencieusement sur les routes verglacées. Des colonnes d'acier avancèrent dans l'ombre, couvertes de branches et de bâches pour tromper les avions soviétiques. Le rugissement des moteurs se mêlait au vent. Les soldats, silencieux, enfonçaient leurs pieds dans la neige comme des prédateurs avant de bondir. Le piège était prêt, et quand il se refermerait, Kharkov cesserait d'être une victoire pour devenir un abattoir. L'arrivée des Panzer SS, la mort en acier. La neige ne cachait pas le son. Même à des kilomètres de distance, le rugissement des moteurs blindés déchirait le silence glacial comme un tonnerre métallique. C'était comme si l'hiver lui-même annonçait que la mort arrivait. Pas à pied, mais sur des chenilles d'acier. Ils arrivèrent. Les divisions de Panzers de la Waffen-SS apparurent sur les lignes allemandes comme des fantômes de l'enfer. Totenkopf, tête de mort. Das Reich, Leibstandart, Adolf Hitler. 3 noms qui inspiraient la panique même parmi les soldats vétérans de l'armée rouge. Non seulement pour leur efficacité au combat, mais pour la brutalité avec laquelle ils éliminaient leurs ennemis. Ils ne faisaient pas de prisonniers. Ces troupes d'élite étaient différentes, mieux armées, mieux entraînées, plus loyales au fanatisme nazi. Ils portaient des uniformes noirs avec les redoutés runes SS sur leurs casques. Chaque bataillon était une machine de destruction de précision. Chaque peloton, une lame aiguisée attendant l'ordre de trancher. Et les chars étaient des monstres. Les Panzer IV formaient les colonnes, polyvalents et rapides. Mais la véritable terreur venait juste derrière, les Tigres, des géants de 60 tonnes armés de canons de 88 mm capables de percer un T-34 à 2 km de distance. Chaque Tigre était comme un château sur chenilles, lent mais indestructible. C'était de l'acier pur, de la fureur pure, de la haine pure. Les troupes soviétiques qui gardèrent les flancs commencèrent à signaler des mouvements étranges. Des colonnes allemandes apparaissant là où elles n'auraient pas dû être. Mais le commandement soviétique, convaincu de la victoire, ignora les avertissements. Il pensait que les Allemands battaient en retraite. Il ne savait pas que la mort ne faisait que changer de position. Dans les forêts gelées, les panzers attendirent les ordres, leurs moteurs ronronnant, fumant comme des taureaux avant une charge. L'artillerie automotrice était positionnée avec précision. Les unités de reconnaissance scrutaient le terrain comme des prédateurs invisibles. Manstein resserrait le siège petit à petit, comme un chasseur attirant sa proie au centre d'un piège. Et quand les troupes soviétiques réalisèrent qu'elles étaient encerclées, il était trop tard. Le rugissement des chars résonna à travers la toundra comme un tonnerre d'acier. Des panzers avançant à toute vitesse, tirant à chaque virage, à chaque intersection, sur chaque position ennemie qui se trouvait sur leur chemin. La Wehrmacht n'était pas morte, elle était affamée. L'armée rouge, prise par surprise, commença à s'effondrer. Le front soviétique se brisa comme une fine couche de glace sous le poids d'un éléphant. Et les soldats qui avaient célébré à Kharkov maintenant, ils couraient, criaient, brûlaient vifs à l'intérieur de leur T-34 touché. La guerre avait de nouveau changé de visage. Et ce visage était maintenant celui de chars avec des croix noires et des têtes de mort sur leur poitrine. La fausse retraite, le crochet de Manstein, une symphonie de sang et de glace. Introduction. L'hiver de l'illusion soviétique. L'année 1943 se leva sur les steppes gelées de l'Europe de l'Est avec la promesse d'un tournant décisif dans la Seconde Guerre mondiale. La bataille de Stalingrad, une épopée de souffrance et d'endurance, avait culminé avec l'anéantissement de la 6e armée allemande, un coup dévastateur qui résonna dans le monde entier. Pour l'Union soviétique, la victoire à Stalingrad n'était pas seulement un triomphe militaire. C'était la validation de sa résilience, la preuve irréfutable que la Wehrmacht, auparavant invincible, pouvait être brisée. Une vague d'optimisme presque euphorique balaya le commandement soviétique et les rangs de ses armées. On croyait, avec une conviction quasi religieuse,
que l'ennemi s'effondrait, que la machine de guerre nazie se désintégrait enfin sous le poids de l'hiver russe et de la détermination soviétique. Alors que la neige continuait de tomber silencieusement, recouvrant les cadavres gelés et les tranchées abandonnées, transformant le paysage en un linceul blanc et macabre, les soldats de l'armée rouge marchèrent vers l'ouest, animés d'une ferveur quasi messianique. Chaque ville reprise, chaque village libéré, chaque position qui semblait avoir été abandonnée par les Allemands alimentait l'illusion que l'ennemi était en déroute, au bord de l'effondrement total. La propagande soviétique se faisait l'écho de cette croyance, brossant le tableau d'une Wehrmacht épuisée, démoralisée et en fuite. Le haut commandement soviétique, séduit par ce récit de victoire imminente, commença à planifier des offensives ambitieuses visant à l'anéantissement complet des forces allemandes restantes dans le sud de la Russie. Mais comme l'histoire le prouverait plus tard, rien n'était ce qu'il semblait. Le désarroi apparent des Allemands était en fait une orchestration méticuleuse, un ballet macabre de retraite et d'attraction. La retraite allemande n'était pas un signe de faiblesse, mais plutôt la manifestation d'un esprit stratégique brillant, tissant un piège avec le sang-froid et la précision d'un chirurgien. La scène était prête pour l'une des contre-attaques les plus audacieuses et brutales de la Seconde Guerre mondiale, une manœuvre qui serait connue sous le nom de crochet de Manstein, l'esprit de Manstein, l'architecte du piège mortel. Dans le maelstrom de désespoir et de chaos qui suivit la catastrophe de Stalingrad, alors que le Troisième Reich chancelait sous le poids de ses pertes et que le moral des troupes allemandes s'effondrait, la figure d'Erich von Manstein émergea. Considéré par de nombreux historiens militaires comme l'un des stratèges les plus brillants de la Wehrmacht, Manstein n'était pas un général ordinaire. Son esprit était un labyrinthe de tactiques innovantes et d'audace calculée, capable de voir des opportunités là où d'autres ne voyaient que la ruine. Il possédait une rare combinaison de pragmatisme brutal et de génie tactique, des qualités qui seraient de mise à l'épreuve ultime sur les champs de bataille gelés de l'Est. Alors que Hitler, dans son délire de toute puissance, insistait pour tenir des positions indéfendables et interdisait toute retraite, Manstein comprenait la dure réalité de la situation. Le front sud était en lambeaux, les lignes de ravitaillement étirées à la limite, et les divisions allemandes, épuisées et décimées, étaient au bord de l'effondrement. Un retrait stratégique, bien que douloureux, était impératif pour sauver ce qui restait du groupe d'armées Don et éviter une catastrophe encore plus grande. Mais Manstein ne se contenterait pas d'une simple retraite. Il voyait dans la voracité des Soviétiques pour l'avancée une opportunité, un point faible à exploiter. C'est dans ce scénario désespéré que Manstein conçut son chef-d'œuvre tactique, un piège parfait, un plan qui transformerait une défaite apparente en une victoire sanglante. Sa vision était celle d'un pêcheur patient, qui, au lieu de combattre la force du poisson, le guide habilement dans son filet. L'appât serait la retraite allemande elle-même, une retraite qui, aux yeux des Soviétiques, apparaîtrait comme une fuite désordonnée, mais qui, en réalité, serait un mouvement calculé pour attirer l'ennemi dans une position d'extrême vulnérabilité. Le crochet, invisible et acéré, était déjà en préparation. Le plan de Manstein était complexe et exigeait une discipline de fer de la part des troupes allemandes. Il impliquait une retraite coordonnée, mais qui simulait la désorganisation pour encourager l'avancée soviétique. Les unités allemandes devaient se retirer. Oui, mais pas dans la panique. Chaque pas en arrière serait un pas dans le piège. L'idée était d'étirer les lignes de ravitaillement soviétiques, d'exposer leurs flancs et, de manière cruciale, d'attirer leurs formations blindées sur un terrain où les forces allemandes, bien qu'en infériorité numérique, pourraient emporter un coup décisif. C'était un jeu d'échecs à une échelle monumentale, où chaque pièce déplacée avait un but mortel. Manstein, avec son esprit vif, voyait déjà l'échec et mat approcher, tandis que les Soviétiques, enivrés par l'illusion de la victoire, marchaient aveuglément vers leur destin sanglant. L'appât, la retraite calculée et la danse de la mort. L'exécution de la fausse retraite par Manstein fut un chef-d'œuvre de tromperie et de discipline militaire. Tandis que des généraux soviétiques comme Golikov ne voyaient que désordre et fuite, ce qui se déroulait sur le champ de bataille était une retraite tactique méticuleusement planifiée. Les divisions allemandes, bien qu'épuisées et malmenées, exécutèrent la manœuvre avec une précision quasi robotique, un témoignage de la discipline de fer de la Wehrmacht, même dans les conditions les plus défavorables. Ce n'était pas une déroute, mais une retraite contrôlée.
Un pas en arrière qui était en fait un pas en avant dans le plan de Manstein. Le centre de la ligne allemande se retirait en effet, mais avec une discipline exemplaire. Il n'y avait pas de panique, seulement l'exécution d'ordres précis. Les unités se désengagèrent du combat de manière ordonnée, détruisant ponts, dépôts et infrastructures pour entraver l'avancée soviétique, mais sans laisser derrière elle du matériel de valeur qui pourrait être utilisé par l'ennemi. Cette retraite, bien que lente et méthodique, était conçue pour conduire les soviétiques, comme du bétail affamé, dans une vallée étroite, un piège naturel que Manstein avait identifié comme l'endroit idéal pour son attaque. Pendant que le centre se retirait, les flancs de la tenaille allemande se refermaient. Les panzers de la SS et de la Wehrmacht, des unités d'élite qui avaient été épargnées par l'usure de Stalingrad ou qui avaient été rapidement rééquipées, étaient déjà en position. Ils ne se retiraient pas, ils attendaient. Comme les crocs acérés d'un prédateur attendant le moment exact pour bondir, ces chars et leur formation d'infanterie mécanisée se camouflaient dans le paysage hivernal, attendant le signal d'attaque. La neige, qui avait auparavant semblé un ennemi implacable pour les Allemands, devenait maintenant leur allié, offrant couverture et dissimulation pour leurs manœuvres. Manstein avait étudié la psychologie de son ennemi. Il savait qu'après la victoire de Stalingrad, le commandement soviétique serait enclin à l'arrogance et à la sous-estimation. La précipitation à exploiter ce qui semblait être une retraite allemande serait irrésistible. Et c'est exactement ce qui se passa. Les soviétiques, enivrés par l'avancée, ne réalisèrent pas qu'ils étaient conduits dans un piège. Chaque kilomètre gagné était un pas de plus dans l'abîme que Manstein avait creusé pour eux. L'appât avait été avalé et le crochet était fermement planté. Alors que les unités allemandes se retiraient, elles laissaient derrière elles juste assez pour maintenir l'illusion d'une retraite désordonnée. Du matériel endommagé, des véhicules abandonnés, mais rien qui puisse alerter les soviétiques sur la véritable nature de la manœuvre. Le paysage désolé et enneigé contribuait à la farce, masquant les mouvements des forces allemandes alors qu'elles se positionnaient pour la contre-attaque. C'était un théâtre de guerre à grande échelle où la vie et la mort étaient les principaux acteurs, et Manstein, le metteur en scène impitoyable, orchestrait chaque scène avec une maîtrise diabolique. Le piège était presque complet, et le sort de milliers de soldats soviétiques était scellé dans la glace et la neige de l'hiver russe. L'avancée soviétique, l'ivresse de la victoire et la marche vers l'abîme. Pendant que la Wehrmacht exécutait sa retraite calculée, les armées soviétiques, portées par l'euphorie de la victoire à Stalingrad et la croyance que la machine de guerre allemande s'effondrait, avançaient avec une vitesse et une confiance frôlant l'imprudence. À chaque kilomètre conquis, à chaque ville libérée, le sentiment de triomphe s'intensifiait, aveuglant le commandement soviétique aux dangers qui s'accumulaient sur leurs flancs et leurs arrières. Ils croyaient poursuivre un ennemi en déroute, alors qu'en fait ils étaient habilement attirés dans un piège mortel. Les chars soviétiques, autrefois prudents, brûlaient maintenant du carburant à un rythme effréné, avançant trop vite, trop profondément, sans protection adéquate de leur infanterie et de leur artillerie. La doctrine soviétique des opérations en profondeur, qui visait une pénétration rapide et la désorganisation de l'arrière-garde ennemie, était appliquée avec un excès de zèle qui se révélerait fatal. Les formations blindées, telles des fers de lance acérés, s'étendaient sur de vastes distances, créant de dangereux saillants et exposant leurs flancs à une contre-attaque. La vitesse de l'avancée, bien qu'impressionnante, était une arme à double tranchant. Tout en gagnant du terrain, elle étirait également les lignes de ravitaillement jusqu'à un point critique. L'infanterie soviétique épuisée marchait sans relâche à travers la neige et la glace, essayant de suivre le rythme effréné des chars. De nombreux soldats étaient mal équipés pour le dur hiver, et la fatigue commençait à faire des ravages. Les lignes de ravitaillement, déjà précaires en raison des infrastructures endommagées et de l'immensité du territoire, étaient au bord de l'effondrement. Le carburant, les munitions, la nourriture et les fournitures médicales arrivaient en retard ou en quantités insuffisantes. Les camions, dont beaucoup étaient capturés à l'ennemi ou improvisés, luttaient pour naviguer sur des routes glacées et impossibles, faisant du ravitaillement une tâche herculéenne. La logistique, le talon d'Achille de toute armée en progression, était dangereusement négligée au nom de la vitesse. Le haut commandement soviétique, cependant, restait aveugle à ces signes avant-coureurs. Il croyait la Wehrmacht vaincue, que sa capacité de contre-attaque avait été anéantie à Stalingrad.
Le renseignement soviétique, peut-être influencé par l'optimisme général, ne parvint pas à identifier les véritables intentions de Manstein. Les rapports sur les concentrations de troupes allemandes sur les flancs furent minimisés ou ignorés. L'arrogance de la victoire avait obscurci leur jugement, et la prudence avait été remplacée par un excès de confiance. Ils voyaient ce qu'ils voulaient voir, un ennemi en retraite, pas un prédateur rusé attendant le bon moment pour mordre. Des généraux soviétiques comme Golikov se souciaient plus d'atteindre des objectifs géographiques ambitieux que de consolider leur position ou de protéger leur vulnérabilité. L'idée que les Allemands puissent orchestrer une manœuvre aussi complexe et dangereuse que celle de Manstein semblait impensable. Ils croyaient que l'initiative stratégique était fermement entre leurs mains et que l'hiver russe, qui avait été leur allié à Stalingrad, continuerait de tourmenter les Allemands. Ils ne savaient pas que l'hiver et le paysage lui-même seraient complices du piège qui se resserrait à chaque pas que leurs armées faisaient. À chaque mètre d'avancée, la tenaille allemande se resserrait, et le destin sanglant des armées soviétiques était sur le point de se dérouler avec une brutalité inimaginable. Le crochet, l'explosion de fureur et d'acier sur la glace. Le 19 février 1943 se leva dans un calme trompeur sur les vastes plaines enneigées. L'air glacial et mordant semblait retenir son souffle, comme si la nature elle-même sentait le carnage qui allait se déchaîner. Les soldats soviétiques, épuisés mais confiants dans leur avancée, rêvaient peut-être de la prochaine ville à libérer, de la fin de la guerre qui semblait si proche. Ils ne savaient pas qu'ils étaient au bord d'un enfer gelé, sur le point d'être engloutis par une tempête d'acier et de feu orchestrée par le génie sombre de Manstein. C'est ce jour-là, avec la précision d'une horloge mortelle, que Manstein donna l'ordre. Le signal fut transmis à travers les lignes allemandes et la réponse fut immédiate et dévastatrice. Les divisions blindées, les redoutés Panzers de la Wehrmacht et de la Waffen-SS, qui avaient été cachés et en embuscade, lancèrent leur offensive avec une vitesse et une brutalité que les Soviétiques ne purent tout simplement pas encaisser. C'était comme si tout l'hiver avait explosé dans une fureur contenue, déchaînant un torrent de chars, d'artillerie et de soldats allemands déferlant de tous côtés, déchirant les lignes soviétiques avec une violence sans précédent. L'attaque n'était pas un assaut frontal, mais une série de frappes chirurgicales sur les flancs exposés des armées soviétiques. Les panzers, avec leurs canons tonitruants et leurs chenilles écrasantes, avançaient comme des marteaux, pulvérisant les unités d'infanterie et les véhicules de transport qui s'étiraient en longues colonnes vulnérables. La surprise fut totale. Les soviétiques, habitués à être les chasseurs, se retrouvèrent soudainement les proies, pris dans un piège qui se refermait inexorablement. Le bruit des moteurs de chars allemands, le grondement de l'artillerie et les cris des soldats se mêlaient en une symphonie d'horreur qui résonnait à travers les steppes gelées. Les unités d'avant-garde soviétiques, qui avaient avancé si profondément, furent les premières à sentir le plein impact de la contre-attaque. Leurs flancs, autrefois considérés comme sûrs, furent écrasés avec une férocité implacable. Les chars soviétiques, beaucoup sans carburant ou munitions adéquates, furent détruits en quelques minutes, se transformant en tas de métal tordus sur la glace. Des unités d'infanterie entières furent encerclées et anéanties, leurs soldats massacrés, alors qu'ils tentaient désespérément de trouver un abri dans le paysage désolé. Ce qui avait été une avancée triomphale se transforma en un clin d'œil en une panique collective, une course désespérée pour la survie sur les routes verglacées. Les camions de ravitaillement soviétiques, qui luttaient pour approvisionner les lignes de front, furent pris en embuscade et détruits. Les tirs d'artillerie allemands et les frappes aériennes de la Luftwaffe transformèrent les routes de ravitaillement en cimetières de véhicules et d'hommes. L'arrière-garde soviétique, qui était censée être l'épine dorsale de l'avancée, fut coupée, isolant les unités de première ligne de tout renfort ou ravitaillement. La chaîne de commandement soviétique s'effondra, les communications étant interrompues, et les ordres perdus dans le chaos de la bataille. Le général Golikov, qui avait précédemment célébré l'avancée, faisait maintenant face à la dure réalité d'un désastre imminent. Il n'y avait pas de temps pour des manœuvres défensives organisées, il n'y avait pas de temps pour une retraite stratégique, il n'y avait que le feu, l'acier et la mort. Le piège de Manstein s'était refermé, et les armées soviétiques, autrefois confiantes, étaient maintenant enfermées dans une étreinte mortelle. L'illusion d'une retraite allemande s'était dissipée, révélant la vérité brutale. Ils ne marchaient plus vers la victoire, mais plutôt vers un nouveau massacre à l'Est,
Un chapitre sanglant orchestré par l'esprit froid et calculateur d'Erich von Manstein. Le siège, l'étreinte mortelle et le désespoir glacial. Avec l'offensive allemande en plein essor, ce qui avait été une avancée soviétique triomphale se transforma rapidement en un cauchemar d'encerclement et d'anéantissement. Les divisions blindées de Manstein, opérant avec une vitesse et une coordination impressionnantes, se refermèrent sur les forces soviétiques qui avaient avancé profondément en territoire ennemi. La tenaille allemande, composée de panzers de la SS et de la Wehrmacht, se referma inexorablement, transformant de vastes zones en chaudrons de mort et de désespoir. Soudain, les troupes soviétiques réalisèrent qu'elles étaient encerclées, piégées dans un piège apparemment inéluctable. Les flancs, qui avaient auparavant semblé sûrs, avaient été écrasés avec une brutalité écrasante. Des unités entières furent coupées de l'arrière, isolées et sans espoir de renfort ou de ravitaillement. La panique se propagea rapidement dans les rangs soviétiques. Des soldats, autrefois pleins de confiance, couraient maintenant désespérément, essayant de trouver une brèche dans l'encerclement qui se resserrait. Mais la discipline et la férocité de l'attaque allemande étaient implacables. Les voies de fuite étaient bloquées par des colonnes de chars et d'infanterie allemands, et toute tentative de sortir de l'encerclement était accueillie par un barrage d'artillerie et de tirs de mitrailleuses. Les communications soviétiques furent les premières à s'effondrer sous l'impact de la contre-attaque. Le général soviétique Golikov, essayant désespérément de répondre à la catastrophe, envoya des ordres par radio, mais beaucoup d'entre eux n'atteignirent jamais leur destination. Les lignes téléphoniques furent coupées, les radios détruites ou réduites au silence par le feu ennemi. Les divisions étaient isolées, opérant sans coordination, inconscientes de l'ampleur du désastre qui les entourait. Dans de nombreuses unités, les officiers avaient été tués dans les premières minutes de l'attaque, laissant les soldats sans chef et sans direction, plongés dans un chaos indescriptible. Des camions détruits sur des routes verglacées, des corps de soldats soviétiques éparpillés dans la neige, des chars en feu illuminant le paysage sombre. Telle était la nouvelle réalité au front. Ce qui avait été une avancée rapide et confiante était maintenant une lutte désespérée pour la survie, une bataille perdue contre un ennemi qui s'était révélé bien plus rusé et dangereux que quiconque ne l'avait imaginé. L'illusion d'une retraite allemande s'était brisée, révélant la vérité brutale. La Wehrmacht n'était pas en retraite, mais exécutait plutôt l'une des manœuvres d'encerclement les plus brillantes et les plus mortelles de la guerre. Il n'y avait pas de temps pour des manœuvres tactiques complexes. Il n'y avait pas de temps pour organiser une retraite ordonnée. Il n'y avait que le feu, l'acier et la mort. L'hiver, qui avait auparavant semblé un allié soviétique, devint maintenant un complice du piège de Manstein, avec le froid intense et la neige profonde rendant toute tentative de fuite ou de résistance encore plus difficile. Les troupes soviétiques étaient piégées, et le sort de milliers d'hommes était scellé dans la glace et la neige de l'hiver russe, victime du génie tactique de l'un des plus grands stratèges de l'Allemagne nazie. Conséquence, le nouveau massacre à l'Est est l'héritage de Manstein. La bataille de Kharkov, ou la troisième bataille de Kharkov comme elle fut connue, fut un coup dévastateur pour l'armée rouge. Un revers brutal qui brisa l'euphorie post-Stalingrad et exposa les vulnérabilités d'un commandement soviétique trop confiant. La manœuvre de Manstein, avec sa fausse retraite et sa contre-attaque subséquente, entraîna un nouveau massacre à l'Est, avec des dizaines de milliers de soldats soviétiques tués, blessés ou capturés. Les pertes matérielles furent tout aussi catastrophiques, avec des centaines de chars et des milliers de véhicules détruits ou abandonnés dans la neige. L'impact psychologique de la défaite fut immense. La croyance que la Wehrmacht était en effondrement total fut brisée, et la réalité que l'ennemi possédait encore une capacité de contre-attaque mortelle s'imposa de manière sanglante. La victoire de Manstein non seulement stabilisa le front sud-allemand, mais restaura également le moral des troupes de la Wehrmacht, qui avaient été sévèrement malmenées à Stalingrad. La capacité de Manstein à transformer un désavantage stratégique en une victoire tactique écrasante cimenta sa réputation comme l'un des plus grands commandants de la guerre. Pour les Soviétiques, la défaite à Kharkov fut une leçon amère, mais nécessaire. Elle força le haut commandement à réévaluer ses tactiques et à adopter une approche plus prudente et pragmatique. L'importance de la logistique, de la protection des flancs et de la coordination entre les différentes armes fut douloureusement apprise. Bien que l'Union soviétique possédât de vastes ressources humaines et matérielles, la perte de tant d'hommes et de matériel en une seule bataille
fut un sombre rappel du coup de l'imprudence. À partir de ce moment, l'armée rouge, tout en étant encore encline à des offensives à grande échelle, opérerait avec une plus grande attention aux détails tactiques et à la sécurité de ses lignes de ravitaillement. Le crochet de Manstein ne changea pas le cours général de la guerre à l'Est, qui continuerait d'être une lutte d'usure brutale, mais il démontra la capacité de la Wehrmacht à infliger des coups dévastateurs, même en infériorité numérique. La victoire à Kharkov permit aux Allemands de consolider leur position et de préparer le terrain pour la prochaine grande offensive, la bataille de Koursk, qui aurait lieu des mois plus tard. Cependant, l'initiative stratégique à l'Est était définitivement passée aux mains des Soviétiques, et la victoire de Manstein, bien que brillante, fut un dernier soubresaut d'une machine de guerre qui était inexorablement écrasée par l'immensité de la puissance soviétique et la détermination implacable de son peuple. L'héritage de Manstein dans la Seconde Guerre mondiale est complexe. Réputé pour son génie tactique, il fut aussi un général qui servit un régime génocidaire. Sa manœuvre à Kharkov est encore étudiée aujourd'hui dans les académies militaires comme un exemple classique de contre-attaque et de guerre mobile. Mais pour les milliers de soldats soviétiques qui périrent dans la glace et la neige, victimes de son piège, le crochet de Manstein ne fut rien de moins qu'un cauchemar, un symbole de la brutalité et de la ruse d'un ennemi qui, même en retraite, était capable de mordre avec une férocité mortelle. La neige qui recouvrit les cadavres à Kharkov fut un linceul pour l'illusion soviétique d'une victoire facile et un monument silencieux au génie sanglant de l'un des plus grands stratèges de l'histoire militaire. La contre-attaque commence. Glace, feu et la fureur allemande. Introduction. Le réveil du cauchemar. 19 février 1943. L'étendue blanche du front de l'Est, autrefois scène d'une avancée soviétique apparemment irrésistible, fut soudainement déchirée par un rugissement qui n'était pas celui du vent glacial, mais le grondement des moteurs de chars et le roulement lointain de l'artillerie. Ce qui commença comme des sons isolés, présage d'une menace encore mal comprise, se transforma en quelques heures en un cauchemar à grande échelle. La contre-attaque de Manstein, la manœuvre qu'il avait orchestrée avec le sang-froid d'un chirurgien et la ruse d'un prédateur, avait commencé. Pendant un bref et terrifiant instant, le front de l'Est sembla retenir son souffle, conscient que quelque chose de monumental et de sanglant était sur le point de se produire. La force allemande, le retour de la machine de guerre. La tempête d'acier s'abattit furieusement sur les flancs soviétiques, non protégés et étirés, comme un loup affamé bondissant sur sa proie. Il n'y eut aucun avertissement, aucune pitié, aucune pause. C'était le retour de la machine de guerre allemande dans sa forme la plus organisée, la plus efficace, la plus létale. Les panzers, qui avaient été soigneusement regroupés et rééquipés, émergèrent du brouillard et de la neige comme des fantômes en formation, leurs silhouettes imposantes annonçant un destin funeste. Les redoutés tigres, avec leurs canons de 90 mm, rugissaient avec un tir précis, détruisant les chars soviétiques T-34 d'un seul coup, tirés avec une précision chirurgicale qui frisait l'incroyable. Chaque explosion projetait des colonnes de feu et de glace, mêlant la neige fondue à des morceaux de métal tordus et de chair humaine. C'était littéralement de la glace et du feu, un paysage infernal où le blanc immaculé de l'hiver était rapidement teint d'un rouge sang vif. L'offensive arriva comme un ouragan convergeant du nord et du sud sur les colonnes soviétiques dispersées qui, dans leur hâte d'avancer, s'étaient rendues vulnérables. L'infanterie allemande, vétérane et aguerrie, suivait de près derrière les chars comme des chiens de guerre entraînés, nettoyant les tranchées, prenant d'assaut les positions et tirant sans hésitation. La coordination entre les chars et l'infanterie était exemplaire, un témoignage de la doctrine de la guerre éclair que la Wehrmacht avait perfectionnée. Les Soviétiques, trop étirés, mal positionnés et surtout non préparés à une contre-attaque d'une telle ampleur, furent complètement pris par surprise. L'illusion d'une retraite désordonnée avait été brisée, révélant la réalité brutale d'un ennemi qui, même blessé, était encore capable de porter des coups dévastateurs. Le chaos soviétique, le désespoir et l'anéantissement. Le chaos s'empara des rangs soviétiques avec une vitesse terrifiante. Les radios se turent. Les officiers furent tués dans les premières minutes de l'attaque. Les unités furent séparées et isolées. La chaîne de commandement soviétique se désintégra sous la pression de l'assaut allemand. De nombreux soldats soviétiques, qui quelques instants auparavant marchaient avec la certitude de la victoire,
tentaient maintenant désespérément de se replier, mais se replier où? Ils étaient encerclés, piégés dans une étreinte mortelle d'acier et de feu. La glace sous leurs pieds n'offrait aucun abri, seulement la certitude que l'anéantissement était inévitable. Le paysage, autrefois un allié dans l'avancée, devint maintenant une scène de désespoir, avec la neige profonde et le froid mordant, entravant toute tentative de fuite ou de résistance organisée. Certains, dans un acte de bravoure désespéré, tentèrent de résister, creusant des positions dans la neige gelée, installant des canons antichars qui fonctionnaient à peine dans le froid extrême. Mais les attaques allemandes arrivaient en vagues écrasantes, l'une après l'autre, implacables, et derrière chaque vague venaient plus de chars, plus d'infanterie, plus de morts. La résistance isolée fut rapidement réprimée par la supériorité tactique et la puissance de feu allemande. Ce qui avait été une avancée ordonnée était maintenant une masse désorganisée d'hommes et de machines, une proie facile pour la fureur allemande. Le rôle de la Luftwaffe, le retour des faucons d'acier. La Luftwaffe, l'armée de l'air allemande, qui avait été largement absente des cieux du front de l'Est depuis la catastrophe de Stalingrad, réapparut avec une férocité renouvelée. Ces bombardiers et chasseurs-bombardiers, autrefois rares, dominaient maintenant l'espace aérien, attaquant les colonnes soviétiques en retraite et les routes de ravitaillement. Les routes verglacées devinrent des pièges mortels, avec des camions éclatant en flammes, des chars pris pour cible depuis le ciel et l'espoir de victoire disparaissant en fumée. La présence de la Luftwaffe ajouta une nouvelle dimension de terreur à l'enfer au sol, transformant toute tentative de regroupement ou de fuite en suicide. Le bruit des moteurs d'avions allemands, autrefois un présage de destruction, assurait maintenant qu'il n'y avait nulle part où fuir, aucun endroit où se cacher de la fureur qui se déversait du ciel, le scénario de la bataille, le carnage chorégraphié. Le sol, autrefois blanc et immaculé de neige, était maintenant taché de rouge, taché du sang de milliers d'hommes. Le paysage se transforma en une scène de carnage indescriptible. Des hommes criaient, ne sachant où courir, leurs cris noyés par le rugissement des chars et le tonnerre de l'artillerie. Un soldat soviétique, les intestins à l'air, tentait désespérément de les retenir avec ses mains, tandis qu'un autre, sans jambes, hurlait le nom de sa mère dans un râle d'agonie. Les chars soviétiques explosaient les uns après les autres, se transformant en torches gigantesques sur le champ gelé, illuminant l'obscurité de la lumière de la destruction. C'était un carnage chorégraphié, un ballet macabre de mort et de désespoir, où chaque mouvement allemand était précis et chaque vie soviétique un sacrifice. Et au milieu de cet enfer, les commandants SS, figures sombres et impitoyables, souriaient. Pour eux, ce n'était pas seulement une bataille, c'était la justice. La vengeance pour l'humiliation de Stalingrad, la réputation restaurée d'une force qui avait été sous-estimée. La brutalité de l'attaque reflétait l'idéologie qui les animait, un mélange de fanatisme et d'une croyance inébranlable en la supériorité de leur race et de leur machine de guerre. L'armée rouge, qui avait avancé avec tant de confiance, était en train d'être déchiquetée, ses unités désintégrées, ses hommes anéantis. Le spectacle de leurs ennemis paniqués courant dans le désespoir était la confirmation de leur propre force et la validation de la cruauté qui les définissait. L'impact immédiat, le renversement et l'attente de Kharkov. Manstein, depuis son quartier général, suivait le déroulement de l'offensive sur des cartes, écoutant les rapports de ses unités qui avançaient plus vite que prévu. La satisfaction dans sa voix était palpable. En quelques jours, l'avancée soviétique de plusieurs semaines avait été effacée de la carte, comme si elle n'avait jamais existé. La ligne de front, qui s'était dangereusement étendue vers l'Est, reculait maintenant rapidement, avec les Soviétiques en infériorité numérique et en fuite. La manœuvre de Manstein n'a pas seulement stoppé l'avancée soviétique, elle l'a spectaculairement inversée, redonnant l'initiative à la Wehrmacht dans le secteur sud du front de l'Est. Et Kharkov, la grande ville au nord qui avait été un objectif soviétique crucial, attendait. Elle attendait la prochaine étape du plan de Manstein. Elle attendait le coup de grâce. La ville, qui avait changé de main plusieurs fois, était sur le point de devenir le théâtre d'un autre chapitre sanglant et décisif de la guerre, un témoignage du génie tactique de Manstein et de la brutalité implacable du conflit à l'Est. La victoire à Kharkov ne serait pas seulement une victoire tactique, mais un symbole de la capacité allemande à se redresser et à contre-attaquer, même dans les conditions les plus défavorables.
Vision soviétique brisée. Le prix du piège de Manstein. Introduction. Le début de l'effondrement. Ce qui commença comme une contre-attaque coordonnée, orchestrée avec le sang-froid et la précision d'un chirurgien, se transforma rapidement en un spectacle de destruction massive. La tempête de glace et de sang qui s'abattit sur le front de l'Est n'épargna personne. Au milieu de cette fureur teutonique, les divisions soviétiques, autrefois si confiantes dans leur avancée, commencèrent à s'effriter. Littéralement. L'illusion d'une victoire facile se désintégra sous le poids des panzers allemands et de l'infanterie implacable, révélant la réalité brutale d'un piège qui se refermait inexorablement. L'effondrement, la désintégration des formations. Ces formations qui avaient avancé avec confiance quelques jours auparavant, conquérant ville après ville, étaient maintenant décimées en rase campagne. L'avancée rapide et non protégée avait transformé les unités soviétiques en cibles faciles. Des troupes entières furent isolées, encerclées et anéanties dans des poches gelées, sans ravitaillement, sans renfort, sans issue. C'était un effondrement total, une désintégration massive qui se propagea comme une peste sur la ligne de front. La discipline et la cohésion, autrefois marque de fabrique de l'armée rouge, cédèrent la place à la panique et au désordre. Ce qui restait des divisions soviétiques était broyé comme du blé par des moissonneuses d'acier, transformant le paysage en un vaste cimetière d'hommes et de machines. Le désespoir de Golikov, des rapports fragmentés et l'absence de soutien. Le général soviétique Golikov, depuis son quartier général, assistait avec stupeur à la catastrophe qui se déroulait sous ses yeux. Les 40e, 69e et 3e divisions de chars, qui avaient été le fer de lance de l'avancée soviétique, étaient en train d'être démembrés, pulvérisés par la fureur allemande. Les rapports qui arrivaient étaient fragmentés, chaotiques, souvent écrits à la hâte, tachés de sang, et griffonnés à la main par des messagers qui mourraient avant de les terminer. Des messages désespérés comme « Nous sommes encerclés, avons besoin de soutien aérien, plus de munitions, troupes en panique et chars perdus. Retraite en désordre » parvenaient à ses oreilles, mais il n'y avait pas de soutien. Il n'y avait personne à sauver. L'armée rouge était tombée dans le piège. Et maintenant, elle était écrasée sans pitié. L'efficacité allemande, les tactiques d'encerclement et de pulvérisation. Alors que le chaos s'abattait sur les rangs soviétiques, les Allemands opéraient avec une précision quasi mécanique. Les chars soviétiques, abandonnés ou en flammes, s'entassaient en tas, créant des champs de carcasses de métal tordues et de corps calcinés. La tactique allemande était chirurgicale. Lorsqu'une poche de résistance soviétique apparaissait, elle n'était pas directement engagée en combat frontal. Au lieu de cela, elle était rapidement encerclée, coupée de toute possibilité de renfort ou de fuite, puis pulvérisée avec de l'artillerie lourde ou des tirs concentrés de chars et de mitrailleuses. Chaque explosion semblait marquer la fin d'une unité. Chaque rafale de mitrailleuses faisait taire un chant de victoire que les Soviétiques avaient commencé à entonner à Stalingrad. L'efficacité brutale de cette tactique minimisait les pertes allemandes et maximisait l'anéantissement de l'ennemi. La brutalité des SS, l'ombre de la Totenkopf. Dans de nombreux secteurs, la pression allemande était si écrasante que les soldats soviétiques jetaient simplement leurs armes et couraient, cherchant désespérément à s'échapper. Certains étaient abattus dans le dos. D'autres tentaient de se cacher dans des maisons abandonnées ou des bois gelés, pour être impitoyablement pourchassés par les patrouilles SS, qui ne faisaient pas de quartier. La division Totenkopf, avec son nom sombre et ses pratiques encore plus sombres, était particulièrement notoire. Pour eux, les soldats soviétiques n'étaient pas des ennemis à capturer, mais des cibles à éliminer. Les exécutions sommaires devinrent monnaie courante, et les soldats blessés étaient achevés à la baïonnette, transformant les champs de bataille en cimetières à ciel ouvert, sans nom, sans croix, juste le témoignage silencieux de la barbarie. La Renaissance allemande, une confiance renouvelée est l'objectif de Kharkov. Tandis que les Soviétiques fuyaient en panique ou mouraient en silence, les radios allemandes tonnaient avec une confiance renouvelée. Le mot « Sieg », victoire, était de nouveau utilisé dans les communications, un son qui avait été étouffé par la catastrophe de Stalingrad. La Wehrmacht, humiliée et blessée, renaissait de la glace tel un monstre vengeur. Son moral restauré par la brutalité et l'efficacité de la contre-attaque de Manstein. Les divisions soviétiques n'étaient pas seulement vaincues, elles étaient rayées de la carte, leurs forces désintégrées
et leur capacité offensive anéantie. Et à l'horizon, enveloppée dans le brouillard hivernal, Kharkov, la ville stratégique qui avait été l'objectif principal de l'avancée soviétique, était de nouveau la cible. Les yeux des troupes allemandes se tournaient maintenant vers elle, non plus comme un objectif à défendre, mais comme un prix à reconquérir. La reprise de Kharkov serait le couronnement de la brillante manœuvre de Manstein, un symbole de la résilience allemande et un rappel sanglant que la guerre à l'Est était loin d'être terminée. La ville attendait, et avec elle, la prochaine étape d'un conflit implacable. Panzers en furie, le siège se resserre sur Kharkov. Le sol tremblait. Ce n'était ni le froid, ni le vent mordant de l'Est. C'était le rugissement assourdissant des panzers déchirant les champs gelés de l'Ukraine en direction de Kharkov. Tels des prédateurs assoiffés, les divisions blindées de la Wehrmacht avançaient avec une précision presque chorégraphiée. Une symphonie d'acier, de pétrole et de morts. À la pointe de l'offensive se trouvaient les redoutables Panzer IV, Tigres et Stug, écrasant tout sur leur passage. Avec le soutien d'unités motorisées et d'une infanterie hautement entraînée, le siège de la ville prenait forme, rapide et mortel. Kharkov, avec ses bâtiments lourds et ses larges rues, était parfaite pour une défense urbaine, mais les soviétiques étaient épuisés. Leurs lignes étaient brisées, leurs réserves épuisées. La ville, au lieu d'un bastion, commença à devenir un piège. Les chars allemands se déplaçaient en un mouvement de pince, se refermant avec une efficacité brutale. La stratégie était claire, couper toutes les routes de ravitaillement, isoler les défenseurs et les écraser sans pitié. C'était une répétition de Stalingrad à l'envers. Mais maintenant, c'étaient les Allemands qui encerclaient et les Soviétiques qui suppliaient pour des renforts. Les troupes de Hauser et Hoth ne montrèrent aucune hésitation. Elles voulaient récupérer Kharkov et elles voulaient du sang. Le ciel, lourd de nuages sombres, tremblait sous le rugissement des Stukas. Les bombardements en piqué commencèrent avant l'aube et se poursuivirent dans la nuit. Chaque raid faisait pleuvoir le feu sur les quartiers industriels et les quartiers ouvriers de la ville, tuant sans distinction soldats et civils. La population, la plupart avaient fui mais beaucoup restaient. Maintenant ils assistaient impuissants à l'effondrement. Des églises s'effondraient sous l'impact direct. Des avenues se transformaient en cratères. Le son de l'artillerie allemande était constant, comme un marteau frappant de la chair vive. Dans la ville de Kharkov, les troupes soviétiques se retranchaient dans des bâtiments, des écoles, même des hôpitaux. Elles creusaient des trous dans les rues gelées, transformant chaque coin en une zone de mort. Mais l'avantage était de l'autre côté. Les Allemands étaient motivés, approvisionnés et dirigés par des commandants assoiffés de vengeance. La ville, déjà détruite par la guerre précédente, recommençait à pourrir, envahie par la fumée, le froid et l'odeur des corps entassés dans les sous-sols et les couloirs. C'était le prélude à la tempête finale. Kharkov était encerclé et l'enfer n'avait pas encore commencé. Combat de rue, chaque pâté de maison dans le sang. Kharkov n'était plus une ville. C'était un champ de bataille chaotique et en ruine où le silence de la neige était rompu par les tirs, les explosions et les cris d'agonie. Chaque pâté de maison, chaque ruine devenait le théâtre d'une confrontation sanglante et impitoyable. Épuisés et affamés, les soldats soviétiques transformèrent ce qui restait de la ville en une forteresse de fortune. Retranchés dans des bâtiments bombardés, ils tiraient à la mitrailleuse à travers des fenêtres brisées, lançaient des grenades depuis les décombres et se battaient au corps à corps dans les couloirs sombres. Mais l'ennemi n'était pas moins féroce. Les divisions SS avançaient avec une détermination brutale, nettoyant les rues avec des lance-flammes, des mitrailleuses lourdes et des grenades. Ils ne laissaient aucun répit. Chaque maison conquise était prise dans le sang, et la victoire se mesurait en corps empilés. Le son des tirs incessants résonnait dans les rues glacées. Des explosions abattèrent des murs, projetant des nuages de poussière et de fumée qui se mêlaient à la neige qui tombait. Sur les places, les chars allemands tentaient de percer les lignes soviétiques, tirant avec leurs canons et écrasant des barricades improvisées. Les soviétiques répondaient avec des lance-roquettes et des fusils anti-chars dans des batailles désespérées qui se terminaient souvent par des soldats sautant de char en char, combattant au corps à corps. L'odeur de la poudre, du sang et de la mort était omniprésente. Au milieu du chaos, les cris de commandement se mêlaient aux plaintes des blessés et aux ordres désespérés. De nombreux soldats soviétiques se battirent jusqu'à leur dernier souffle, sachant qu'il n'y avait aucun espoir de renfort.
Les rues devinrent un labyrinthe mortel, où chaque coin pouvait être le dernier. Dans les tranchées improvisées et les décombres, le froid mordait jusqu'aux os. Mais la chaleur de la bataille, elle était étouffante. La glace commençait à devenir rouge. Les civils qui restaient encore, cachés dans des sous-sols ou fuyant à travers les ruelles, étaient tragiquement pris entre deux feux. La guerre n'épargnait aucune innocence. Kharkov devenait l'enfer sur terre. Et à mesure que les combats s'intensifiaient, la ligne entre la vie et la mort disparaissait. Il ne restait que la survie au prix du sang versé sur chaque mètre carré de cette ville en ruine. Exécutions et atrocités, les civils pris entre deux feux. Dans le tourbillon des tirs, des explosions et des cris, la ligne séparant les soldats des civils à Kharkov s'est dissoute. Pour de nombreux habitants qui n'ont pas eu le temps de fuir, la guerre est devenue une condamnation à mort cruelle et impitoyable. Les troupes allemandes, en particulier les divisions SS, étaient connues pour leur brutalité implacable. Dans les rues détruites et les ruelles sombres, de nombreux civils furent capturés, accusés de collaborer avec les soviétiques ou simplement condamnés pour s'être trouvés au mauvais endroit au mauvais moment. Les exécutions sommaires eurent lieu fréquemment avec des hommes, des femmes et même des enfants abattus ou tués à la baïonnette. Des familles entières disparurent, et le silence de la ville n'était parfois rompu que par le son des coups de feu résonnant dans la neige. D'un autre côté, certains soviétiques, craignant l'infiltration et la trahison, réagirent avec une égale sévérité, traitant toute personne suspecte avec une extrême dureté. La paranoïa et la peur transformèrent Kharkov en un chaudron de méfiance, où même les voisins se retournaient les uns contre les autres. La souffrance des civils fut exacerbée par les pénuries de nourriture, de chauffage et de soins médicaux. Les blessés non soignés mouraient lentement dans des caves ou des ruines, tandis que l'hiver punissait sans pitié tous ceux qui étaient pris entre deux feux. Au milieu de ce paysage désolé, les rues devinrent des cimetières à ciel ouvert, témoins silencieux de la barbarie humaine. La bataille de Kharkov ne fut pas seulement un choc entre armées, mais un massacre où le prix de la guerre fut payé en sang innocent. Le siège se brise. Fuite soviétique désespérée. Après des jours de combats acharnés et un siège implacable, la pression inexorable des Allemands commença à faire sentir ses effets. Les lignes soviétiques, épuisées et brisées, ne pouvaient plus supporter le poids de l'offensive blindée et du feu incessant. À Kharkov, la situation devenait critique. Les soviétiques tentèrent de tenir leur position, mais la pression des divisions de panzers était écrasante. Puis, sur ordre du haut commandement, la décision difficile tomba. Retrait immédiat pour sauver ce qui restait de l'armée. Mais s'échapper n'était pas simple. Les routes, déjà encombrées de neige et de débris, étaient obstruées par des colonnes interminables de soldats, de chars en panne et de véhicules endommagés. Le chaos s'ensuivit. Les soviétiques, désespérés, tentèrent de briser l'encerclement, tandis que les forces allemandes se refermaient, attaquant par les côtés et coupant les voies de fuite. Ce qui devait être une retraite ordonnée se transforma en une fuite chaotique, marquée par les tirs, les explosions et la peur. De nombreux soldats perdirent leurs armes, leur équipement et même leur espoir. Des chars s'embourbèrent dans la glace. Des camions furent détruits par des raids aériens et des embuscades, et des lignes interminables d'hommes tentèrent d'échapper au feu allemand. Au milieu de cette confusion, la discipline se rompit. Des soldats, des officiers, des unités entières furent isolés et massacrés. La nuit tomba lourdement sur les champs couverts de neige tachée de sang. Des milliers de soldats soviétiques périrent dans cette fuite désespérée qui se transforma en un véritable bain de sang. Kharkov, qui des mois plus tôt avait semblé être un trophée dans l'offensive rouge, devint maintenant un symbole de la cruauté de la guerre où la mort était revenue en hiver. Conséquences et leçons de la bataille. Lorsque la fumée se dissipa enfin sur les champs gelés autour de Kharkov, le bilan était terrifiant. Des dizaines de milliers de soldats soviétiques tués, blessés ou capturés. La victoire initiale s'était transformée en l'une des défaites les plus brutales de l'armée rouge cet hiver-là. La bataille de Kharkov démontra de manière frappante que la guerre à l'Est n'était pas simplement une question de chiffres ou de morale. C'était une lutte d'intelligence, de logistique et de patience. Manstein, avec son plan chirurgical, avait démontré que même une armée blessée pouvait renverser la situation avec stratégie et audace. Pour les Soviétiques, la leçon fut dure. On ne peut pas sous-estimer l'ennemi, ni avancer sans une protection adéquate sur les flancs. L'offensive rapide et triomphale de Stalingrad, bien qu'inspirante,
ne pouvait pas être répétée mécaniquement. L'hiver et le terrain exigeaient respect et prudence. La bataille a également souligné l'importance des forces blindées et de la coordination entre les chars, l'infanterie et l'artillerie, ainsi que la nécessité de maintenir des lignes de ravitaillement sûres et une communication efficace. Sur le plan humain, Kharkov laissa des cicatrices profondes. Des milliers de familles soviétiques pleurèrent leurs morts et leurs disparus. La guerre montra son visage le plus cruel et le plus implacable, où la mort revenait en hiver, froide et inexorable. Mais malgré la défaite, le combat continua. La bataille de Kharkov fut un chapitre sanglant mais central de la longue et brutale guerre entre le Reich et l'Union soviétique. Et tandis que la neige recouvrait les corps, la flamme de la résistance soviétique ne s'éteignit jamais. La bataille de Kharkov n'était pas seulement une lutte pour une ville. C'était un duel entre la survie et l'anéantissement, entre l'espoir et le désespoir. Au milieu d'un hiver cruel, où le froid semblait geler même l'âme, la mort revint avec plus de fureur, plus d'acier et plus de sang. Les leçons de cette confrontation résonnèrent sur tout le front de l'Est. Les héros tombés et les victimes anonymes de la bataille rappelèrent au monde que la guerre est avant tout un jeu de stratégie et d'endurance, mais aussi une tragédie humaine sans fin. Kharkov devint un symbole du courage, du sacrifice et de la brutalité d'une guerre qui n'épargna personne, ni les soldats, ni les civils, ni même le temps lui-même. Et même dans les heures les plus sombres, la flamme de l'espoir soviétique ne s'éteignit jamais. Car à la guerre, l'hiver peut revenir avec la mort, mais la volonté de se battre revient toujours plus forte. Si vous avez été impressionné par la brutalité et la stratégie de la bataille de Kharkov, veuillez aimer et partager cette vidéo pour que plus de gens puissent découvrir cette histoire épique de la Seconde Guerre mondiale. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les futures vidéos sur les batailles les plus sanglantes et décisives du conflit. Et laissez un commentaire. Quelle bataille voulez-vous que nous explorions ensuite? Votre suggestion pourrait devenir notre prochain contenu. Merci d'avoir regardé jusqu'ici, guerriers. L'histoire continue, et ensemble, nous découvrirons chaque chapitre de cette guerre implacable.